Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre le début de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique qui a commencé hier en séance publique. C'est l'article 1 qui était discuté, article dont on a beaucoup parlé et qui autorise l'accès à la PMA pour toutes les femmes, y compris donc pour les femmes seules et les couples de femmes. Hier, en séance, les sénateurs ont donc donné leur feu vert à la PMA pour toutes. En effet, les amendements visant à supprimer cet article 1 du texte ont été rejetés par 162 voix contre 126 avec 37 abstentions. Je vous propose de suivre ces débats et on se retrouve après. J'ai eu tout à l'heure un bref laps de temps pour m'exprimer et pourtant j'avais un certain nombre de choses à dire que j'ai sans doute tirées de l'expérience qui a été celle du rapport sur ce projet de loi. Et du fait que nous arrivons tous devant ce texte, en tout cas s'agissant des articles que j'ai eu à rapporter et notamment de l'extension de l'AMP, avec un avis, avec une opinion qui parfois est fondée sur des éléments que nous pouvons entendre et qui en réalité sont totalement décalés avec la réalité. Et je voulais vous faire part d'un certain nombre d'éléments rapidement. D'abord, l'opinion que nous avons souvent entendue, c'est que précisément l'opinion publique avait déjà sur ce point tranché l'affaire et indiqué par le biais des sondages qu'elle était favorable à l'extension de l'AMP. Je dois dire qu'en regardant cela de plus près, j'ai observé qu'en réalité, l'opinion publique ne nous serait d'aucune assistance. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que les sondages ont démontré à plus de 60% que les Français sondés étaient favorables à l'extension de l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, tandis que d'un autre côté, lorsqu'on les interrogeait pour savoir si un enfant avait besoin d'un père et d'une mère, eh bien, ils répondaient oui à plus de 80%. Donc en réalité, je crois que les Français sont soucieux de ce que souhaitent les femmes, et comme je l'indiquais tout à l'heure, ils estiment ce désir respectable, mais ils sont également soucieux de ce que deviennent ces enfants, et nous ne tirons aucune conséquence de l'opinion publique. Pas plus que nous ne tirons de conséquences de termes qui ont été beaucoup employés aussi, et qui sont en réalité des notions juridiques que sont l'égalité et son pendant qui est la discrimination. On parle beaucoup d'égalité et de discrimination. La discrimination, c'est le fait de traiter différemment des gens qui se trouvent dans une situation différente. Et cela a été rappelé tout à l'heure, eh bien, face à la procréation, les couples de femmes ne sont pas dans la même situation que les couples hétérosexuels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le Conseil d'État, c'est le Conseil constitutionnel, et cette question de droit a été tranchée, et elle figure d'ailleurs dans l'étude d'impact du gouvernement de façon tout à fait explicite. Et il y a malheureusement un débat un peu caricaturé que nous retrouvons souvent dans les médias entre ceux qui seraient pour le progrès, pour la modernité, et ceux qui ne seraient que de vils conservateurs. Là aussi, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler ce qu'a été le travail du Parlement depuis des dizaines d'années. Le travail du Parlement, ça a été l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ça a été la résidence alternée, ça a été le congé de paternité, ça a été le congé parental, et à chaque fois, ces débats ont été motivés par l'intérêt de l'enfant, et l'intérêt de l'enfant était la présence la plus importante possible du père dans sa vie. Donc, nous n'avons pas toujours eu cette opinion sur le fait que les pères étaient importants dans la vie des enfants et que cela serait conservateur. Voilà un certain nombre d'idées reçues que nous avons eues. Je crois que nous devons nous en défaire pour un débat qui fera la part des choses entre l'intérêt de la société et les droits individuels, et dans les droits individuels entre l'intérêt des mères qui souhaitent de façon légitime avoir un enfant et l'intérêt de ces enfants à naître. Je vous remercie. Rapporteur, la parole est à René Danesi pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la bioéthique veut inscrire dans le marbre du droit une des trop nombreuses promesses de campagne du Président de la République, à savoir l'élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour faire bonne mesure, l'Assemblée nationale a d'ailleurs bien précisé que la PMA ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des personnes. Et dans sa hâte à légiférer dans le sens progressiste, l'Assemblée nationale a laissé au Sénat le soin de réintroduire dans le texte le caractère pathologique qui donne aujourd'hui accès à la PMA, afin qu'il continue à s'appliquer aux couples hétérosexuels obligés d'y recourir pour cause d'infertilité. Toujours pour faire bonne mesure, l'Assemblée nationale a décidé la prise en charge de la PMA par la Sécurité sociale, quels que soient les demandeurs et leurs motivations. On dérembourse l'homéopathie à cause d'un prétendu manque d'efficacité, mais rembourse la PMA non thérapeutique, c'est-à-dire pour convenance personnelle. Il appartiendra donc au Sénat
à l'initiative de notre commission spéciale, d'exclure les remboursements pour les couples hétérosexuels fertiles, les couples de femmes et les femmes seules. Reste le problème de fond. Soumettre l'engendrement par PMA d'un être humain à un simple projet parental est discutable. La légalisation de la filiation volontairement sans père est invraisemblable. Dans notre société si éprise d'égalité et de justice, comment ne pas voir l'injustice infligée à des enfants qui n'auront pas de lignée paternelle? C'est pourquoi je voterai pour la suppression de l'article 1er. Et puis, il y a le spectre de la gestation pour autrui. À chaque fois, le gouvernement proclame haut et fort que l'avancée sociétale qu'il veut faire voter sera la dernière. Sauf qu'après le Pacs, on a eu le mariage pour tous. Et c'est ainsi que la GPA est déjà en marche. En octobre dernier, la Cour de cassation a reconnu à un couple d'hommes le droit d'être tous les deux inscrits à l'état civil français comme parrain d'un enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui. La philosophe de gauche Sylviane Agacinski a déclaré au Sénat, en évoquant cet arrêt de la Cour de cassation, « C'est le cheval de Troie des partisans de la GPA en France ». C'est pourquoi, malgré les améliorations que le Sénat apportera à ce projet, je voterai contre, car il porte en gestation pour demain la marchandisation du corps des femmes des pays pauvres et pour après-demain l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection d'enfants parfaits. Il y a déjà plus de 4 siècles, Michel de Montaigne écrivait dans ses essais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Nous savons déjà, nous rencontrons dans nos territoires des personnes qui sont allées à l'étranger et qui ont eu la PMA. Donc, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça vient d'être dit, il y a 5 000 femmes qui vont à l'étranger pour faire la PMA. Donc, ces familles, ces femmes sont souvent des endroits très aimants pour les enfants. Chacun a pu le rencontrer, en tout cas moi je l'ai rencontré. Donc l'Académie de médecine et les pédopsychiatres indiquent qu'il serait préférable pour le développement de l'enfant d'avoir un père et une mère. Malgré ces réserves, la société reconnaît désormais de nouvelles formes de parentalité, les familles homoparentales et monoparentales. Bon, je rappelle que les familles monoparentales peuvent adopter, et bien sûr homoparentales également. Mais la PMA ou l'adoption ne se fait pas comme ça. Il y a bien sûr l'équipe pluriprofessionnelle qui rencontre la personne. Et d'ailleurs, j'étais tout à fait favorable à ce qu'il y ait un examen psychologique avant. Ça se fait, bien sûr. Il ne faut pas croire que toutes les demandes vont être acceptées. Donc, ces évolutions me paraissent tout à fait acceptables dans la mesure où ces projets sont organisés, notamment dans la monoparentalité. C'est une monoparentalité choisie et non subie. Et en aucun cas, je considère que l'autorisation de l'AMP pour les couples de femmes ou pour les femmes seules serait un premier pas, comme le dit Mme Baginski, serait une stratégie délibérée vers la GPA, que je considère comme une limite infranchissable en termes d'éthique. Donc je suis favorable à l'article 1 tel qu'il a été adopté par la commission spéciale, en limitant la prise en charge par l'assurance maladie des AMP à celles réalisées pour des raisons d'infertilité médicale. Et je suis aussi, comme je viens de le dire, favorable à une évaluation psychologique et sociale qui soit réalisée avant toute accession à l'AMP. Mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes qui, dans tous les cas, avaient un enfant et aimer l'enfant, était entouré par la famille, et je pense que l'évolution de l'enfant ne sera pas péjorative. Merci, cher collègue. La parole à Roger Carucci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, si quelqu'un dans cet hémicycle détient la vérité, je ne sais pas d'où il la tient, mais qui me transfère les coordonnées. Moi, j'ai assisté à la plupart des auditions. Et tout ce que je sais au bout du bout, c'est comme Jean Gabin que finalement je ne sais rien. Je ne sais rien, je veux dire par là que la démonstration
qui dit la vie de l'enfant serait plus heureuse, moins heureuse, moyennement heureuse dans telle ou telle condition, en réalité, ce n'est pas démontré par personne. Il y a des avis favorables, des avis défavorables. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je voterai l'article 1, avec tout ce que j'ai dit sur mon refus absolu de droit à l'enfant ou de la GPA. Mais, à un moment donné, ici, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous votons des lois sur nos convictions personnelles, sur ce que nous sommes? Non. En tout cas, pas moi. Moi, je suis issu d'une famille très religieuse, très pratiquante, et qui, probablement, si mes honorables parents étaient encore vivants, s'opposerait fermement à tout ça, en disant « c'est diabolique, c'est non ». Et donc, franchement, de formation, je serais plutôt du style à dire « Satanas, rétro, dehors ». Et en réalité, je ne vote pas la loi, ni sur ces sujets-là, ni sur les autres, en fonction de mes convictions personnelles, mais en fonction de mon intime conviction de ce qui peut se faire de mieux ou du moins mal possible pour la société et pour les évolutions. J'ai des souvenirs, moi je n'étais pas là, j'ai entendu certains dire qu'ils auraient aimé être là en 1975, je ne revendique pas cet honneur, ça me rajouterait quelques années, mais j'étais là pour d'autres débats plus récents, qui ont été extrêmement durs parfois, et où on nous annonçait une révolution sociétale absolument abominable, et il ne s'est pas passé grand-chose. La vérité, c'est que je ne me sens pas d'intervenir sur la vie privée des gens si elle ne remet pas en cause l'ordre social. Et que dans ces conditions, j'ai voté en commission un certain nombre d'amendements d'encadrement, de limitation, de contrôle sur la PMA, mais je voterai l'article 1 sur la PMA. D'abord, un mot pour remercier Alain Houpert de son intervention. Un mot pour avoir pu dire, sans être interrompu, sans provoquer de quolibets ou de mouvements de salle, qu'effectivement, nous légiférons sur ce que les femmes doivent faire de leur corps aujourd'hui. Merci de l'avoir dit et d'avoir pu le dire, parce que c'est un homme qui l'a dit, dans le silence. Je pense que dans le débat qu'on a là, les glissements successifs de l'ouverture de l'AMP aux femmes seules, puis au droit à l'enfant, puis ensuite à la GPA, nous déconcentrent un petit peu de la seule question qui est posée à l'article 1. Je rassure les collègues, à un moment donné, nous parlerons aussi de la gestation pour autrui, de la grossesse pour autrui, mais ce n'est pas la peine de tirer des équivalences en faisant croire qu'un sujet en détermine forcément un autre. Aujourd'hui, l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, est une technique légale en France, réservée aux couples hétérosexuels. La question que nous nous posons, est-il juste que cette technique soit réservée aux couples hétérosexuels? Peut-on continuer d'en exclure les couples de femmes ou les femmes seules? Si nous sommes d'accord pour dire que la technique est légale, qu'elle ne nous pose aucun problème moral, qu'elle ne concernerait pas le droit à l'enfant dès lors que les parents sont hétérosexuels, elle commencerait à le concerner dès lors que les mères sont lesbiennes ou seules. Si on est d'accord pour cette technique, si on n'a pas de prévention pour les couples de femmes ou pour les femmes seules, si on ne pense pas que la vulnérabilité d'un enfant serait le produit de l'absence de père, comme quelques interventions le suggèrent quand même. La vulnérabilité d'un enfant, c'est l'absence de cadre, l'absence d'amour, l'absence d'éducation et le délaissement. Eh bien, croyez-moi, un père ne suffit pas à faire un cadre pour un enfant. Et je tiens pour preuve le nombre de statistiques que nous avons, à la fois sur le peu d'implication des pères dans les charges familiales et domestiques, ça s'arrange, mais en ce qui concerne notre génération, par exemple, on ne peut pas dire que les pères de gens de notre génération ont été extrêmement impliqués dans l'éducation des enfants. Ça ne nous empêche pas d'être construits, cadrés et structurés. Donc, au bout du compte, ce que vous ne supportez pas, c'est l'idée que des femmes puissent élever des enfants sans ce que vous vous représentez comme étant l'autorité, c'est-à-dire le père. Eh bien, l'autorité, aujourd'hui, elle n'est plus simplement entre les mains des pères, elle est entre les mains d'individus responsables qui gagnent leur vie et décident d'avoir un enfant. Donc nous entamons l'examen de 7 amendements identiques de suppression. Le
4. Monsieur Amiel. Oui, je me suis exprimé déjà il y a quelques instants sur ce sujet. Je voudrais dire et redire qu'effectivement, il y a un doute. Je ne suis pas là pour donner quelques leçons que ce soit de connaissances en la matière. Bien entendu, il y a des critères d'égalité, il y a aussi des risques de glissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la GPA, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ce qui me gêne le plus, compte tenu du manque de gamètes, c'est le risque, selon moi, inéluctable de marchandisation, raison pour laquelle, sans détailler davantage ma position, j'ai déposé cet amendement. Merci, cher collègue. Le 42, Madame Chain-Larché. Oui, Monsieur le Président. L'amendement que je vous propose de voter vise à supprimer l'article 1 de ce projet de loi, article qui prévoit d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation pour les femmes seules et les couples de femmes. Aujourd'hui, l'AMP compense une infertilité. Demain, on voudrait que l'AMP compense une impossibilité. Nous sommes face à un vrai débat fondamental entre deux conceptions de la vie. La première pense que les désirs individuels doivent être satisfaits à tout prix et sans aucune limite, y compris en instituant un droit à l'enfant. La seconde, et celle sans doute d'une majorité de Français, estime que les désirs individuels doivent être soumis à certaines limites, notamment éthiques ou biologiques, et qu'il n'existe pas de droit à l'enfant, mais bien un droit de l'enfant. En plus, cet article n'est pas, contrairement aux apparences, facteur d'égalité pour deux raisons. La première est que l'assistance à la procréation est aujourd'hui une réponse médicale à un problème médical. Aujourd'hui, l'AMP soigne une infertilité du couple hétérosexuel. Or, de toute évidence, ce ne sont pas des raisons médicales ni même un problème de fertilité qui empêche les femmes seules ou les couples de femmes de procréer. Il s'agit tout simplement d'une impossibilité. Parler d'égalité ou d'inégalité dans ce domaine n'a donc aucun sens. La seconde raison est que les hommes, qu'ils soient seuls ou en couple, seraient de fait privés du même droit, ce qui ne manquera pas de provoquer à terme la légalisation de la GPA. C'est mon intime conviction et nous le refaisons fermement. Chers collègues, je pense qu'il est notre devoir de préserver les grands équilibres qui régissent la personne humaine et de reconnaître le rôle utile de certaines limites. Je vous propose donc de supprimer l'article 1 en votant cet amendement. Merci. Amendement identique le 48, Monsieur Canvet. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet article oriente radicalement l'objet de l'assistance médicale à la procréation vers un droit à l'enfant. En supprimant les conditions actuelles d'accès à l'assistance médicale à la procréation qui visent des couples composés d'un homme et d'une femme vivant confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l'assistance médicale à la procréation est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux. Le Conseil d'État, par un avis du 9 avril 2009, avait dit ceci: si la loi régit cette pratique, c'est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit. Ce n'est pas la procréation médicalement assistée qui est régie, mais seulement l'activité médicale, l'assistance médicale à la procréation. Et donc cet amendement vise à rétablir les dispositions en vigueur. Merci, chers collègues. Le 49, Monsieur Colomba. Je pense que ce qui est techniquement possible n'est pas forcément souhaitable. Et transformer, fût-ce potentiellement l'enfant en produit marchand, pas plus qu'épuiser la terre, ne sont des progrès au sens où l'entendaient les Lumières et où l'entend encore aujourd'hui le sens commun. Erreur, m'objectera-t-on, ce nouveau droit à l'enfant est gratuit, puisque fondé sur le don de gamètes ou d'embryos. Sauf qu'une telle mutation ne sera gratuite ni pour la société, au moment même d'ailleurs où la prédication officielle est à la réduction des dépenses sociales, voire l'état de santé pitoyable du système hospitalier, ni au final pour les bénéficiaires. Elle sera par contre lucrative pour les praticiens, la technostructure du back-office, les détenteurs de brevets et plus encore pour les investisseurs qui voient là un nouveau champ fertile de profit. Comme nous dit Céline Lafontaine dans l'étude qu'elle consacre au corps marché, c'est le titre de son ouvrage, l'envers du don, c'est le biocapital. Non seulement la rhétorique du don n'a pas empêché le développement d'un important marché du sang humain, des cellules souches,
des tissus et des organes à l'échelle internationale, mais elle camoufle, je la cite de nouveau, les processus d'objectivation et de commercialisation des cellules reproductives sur lesquels s'appuie l'industrie de la reproduction assistée. Pour elle, c'est la procréation assistée qui incarne le mieux ce processus de biomécanisation du vivant, dans la mesure où, dit-elle, il ne s'agit pas d'une médecine curative, mais bien d'une médecine méliorative qui a pour but de dépasser les limites des corps infertiles. En d'autres temps, on s'étonnerait qu'au nom du progrès et des droits, ici le droit inavoué à l'enfant, avouons-le, de la liberté et de l'égalité, une telle fuite vers l'inconnu mercantile reçoive le soutien de l'ensemble de l'échiquier politique. J'ai bien conscience que cet amendement a peu de chances d'être voté, même par les adversaires brevetés du néolibéralisme. Comprenne qui pourra. Merci, cher collègue. Le 53, Monsieur Reichardt. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 4 raisons au moins poussent à la suppression de cet article premier. D'abord, parce que celui-ci rompt l'équilibre qui a été trouvé depuis les lois de la bioéthique en 1994 entre les nécessités du progrès scientifique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales. Cette recherche d'équilibre repose sur l'idée que tout ce qui est techniquement possible n'est pas toujours socialement souhaitable. Cela a été dit. Deuxième raison, s'il convient de reconnaître que la notion d'égalité, on a beaucoup parlé d'égalité tout à l'heure, peut se trouver au fondement de cette disposition en donnant la possibilité à tous les couples hétérosexuels comme homosexuels de satisfaire un désir d'enfant, ce principe d'égalité se heurte à plusieurs limites. En effet, si l'on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer sur le fondement de l'égalité, il paraît nécessaire d'en faire autant pour les hommes. On ne peut pas utiliser le critère d'égalité pour justifier la PMA et le nier pour la GPA. De cette question, on est alors donc une autre, celle de la gestation pour autrui, introduite en France au nom de l'indisponibilité, interdite en France, au nom de l'indisponibilité du corps humain. Troisième raison, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation en le détachant de toute référence à l'engendrement de l'enfant pour conduire à la parentalité. On verra ça tout à l'heure à l'article 4, dont je demanderai la suppression également. Enfin, en créant un tel régime de filiation, l'égal accès à la maternité reviendrait à priver l'enfant d'une partie de ses origines biologiques, rompant ainsi l'égalité entre les enfants, dont certains seront privés de fait et en droit de leur ascendance personnelle. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Le 171, Monsieur Meurant. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, pour ne pas redire ce qui a été excellemment dit par des collègues de tous les bancs. Tout à l'heure, Madame la Ministre parlait de l'humilité et de la sagesse et de la modération que nous devons devant ces questions extrêmement compliquées. Et aujourd'hui, l'humilité, n'est-ce pas accepter une grande part des règles morales, sociales, religieuses que l'humanité, avant nous et pendant des siècles, a reconnues pour nécessaires. L'évidence, n'est-ce pas, mes chers collègues, de reconnaître qu'il y a une loi naturelle et que cette loi naturelle doit fonder une partie de notre droit positif et que cette loi naturelle, sans être triviale, impose que pour reconnaître, de faire un enfant, il est nécessaire d'avoir une mère et un père. Alors, de quel progrès, puisque certains osent parler de progrès, parle-t-on? Absolument, le progrès du marché. Et là, lorsque les collègues de gauche citent cette extension du marché à la procréation au corps humain, ils ont raison. Lorsque les collègues de tous les bancs envisagent cette dérive vers la GPA, ce n'est pas une fiction, c'est évidemment le chemin que nous allons suivre du fait de la jurisprudence européenne. Reprenez le fil, mes chers collègues, depuis ces dernières années, du mariage pour tous, à la PMA aujourd'hui, à la GPA demain. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Où est le bien commun? Notre rôle, législateur, n'est-ce pas d'essayer de déterminer ce bien commun qui permet de faire progresser la société?
et de fixer des repères et de sortir de ce triptyque qui est infini, cette logique des désirs. Je veux, je peux, j'ai le droit. Est-ce que c'est notre rôle d'étendre infiniment les droits des individus? Et il y a un droit, c'est le droit de l'enfant et la disparition des pères dans ces familles que vous avez créées. Et ça, en conscience, je ne peux pas voter ça et je vous appelle à faire de même. Merci, chers collègues. Le 188, Monsieur Hervé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement, comme les précédents, vise à supprimer l'article 1er du projet de loi et quelques éléments de complément dans son argumentaire, puisque, comme je l'ai dit en discussion générale, la coexistence de ce texte de loi, dans ce texte de loi de mesures de droit civil et de dispositions relatives à la révision de la législation en matière bioéthique entretient une confusion. Le droit positif, notamment issu de la loi Taubira, répond à une grande partie des sollicitations émanant du corps social. Si des évolutions sont envisagées, il s'agit de les renvoyer à un texte ad hoc qui pourrait permettre un débat parlementaire clair portant sur toutes les modifications des modalités de l'établissement de la filiation et sur toutes leurs conséquences. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je voulais indiquer tout à l'heure, à titre personnel, je suis favorable à ces amendements pour un certain nombre de raisons qui ont déjà été évoquées, mais je suis ici dans mon rôle de rapporteur de la Commission. Or, après des débats nourris, la Commission a estimé que la suppression n'était pas acquise. C'est donc un avis défavorable, conformément au vote de la Commission. Merci, Madame la Ministre, ou Monsieur le Ministre. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis ravi d'être avec vous en cette fin de journée pour avoir ces échanges sur ce texte important. Mais je vous rassure, Agnès Buzyn sera de retour sur ces bancs à la reprise de la séance. Ravi de pouvoir apporter quelques éléments complémentaires sur cet article premier, complémentaire aux propos qui ont pu être tenus lors de la discussion générale. Vous souhaitez, par ces amendements, supprimer l'article 1er. Et un certain nombre de craintes sont évoquées en soutien à ce souhait de suppression, parmi lesquelles les conséquences psychologiques qu'il y aurait sur les enfants à naître, les dérives vers un droit à l'enfant, je me permettrai d'y revenir en dépit de l'adoption de l'amendement précédent, un détournement de la médecine, évoqué par un certain nombre d'entre vous, ou encore un glissement vers la gestation pour autrui. Tout d'abord, je veux vous dire, affirmer ici haut et fort, réaffirmer, que l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation sera sans incidence sur l'interdiction de la gestation pour autrui, qui est antinomique des grands principes bioéthiques auxquels nous sommes tous attachés. Cette loi de révision de bioéthique n'est pas, sénateur Chevrollier, n'est pas une loi d'égalité. Ce n'est pas une loi de lutte contre les discriminations. Sa finalité, ses conséquences peut-être d'apporter davantage d'égalité, mais ce n'est pas une loi d'égalité ou de lutte contre les discriminations. Une loi de bioéthique scrute, vous le savez, avant tout les techniques médicales au prisme de nos principes éthiques. Et la gestation pour autrui met immédiatement en tension des principes fondamentaux de notre droit, à commencer par celui qui exclut la marchandisation du corps humain. Il n'y aura donc pas, je le redis, je l'affirme politiquement et juridiquement, de glissement vers la gestation pour autrui. De même, il n'y aura aucun droit à l'enfant. Et j'ai envie de vous dire, ça a été évoqué par Madame la garde des Sceaux, aujourd'hui, il n'y a pas de droit à l'enfant. Il n'y aura pas de droit à l'enfant. Aujourd'hui, les couples hétérosexuels qui s'engagent en assistance médicale à la procréation ne disposent pas d'un droit à l'enfant. Il en est de même pour les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, qui s'engagent dans un processus d'adoption. Et le sénateur Amiel a raison, même si les conclusions que nous en tirons ne sont pas les mêmes, a raison d'ancrer l'adoption dans la protection de l'enfance, car justement, il s'agit d'offrir non pas un enfant à une famille, mais bien une famille à un enfant. Et il en sera de même demain pour les couples de femmes ou les femmes non mariées. Par ailleurs, la légitimité d'un projet mono ou homoparental a déjà été tranchée. La sénatrice de la Gontrie le rappelait. Les textes autorisent l'adoption d'un enfant par un couple marié, y compris par un couple de femmes, ainsi que par une personne seule, et ce, depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, l'essentiel pour un enfant,
ça a été très bien dit par Laurence Rossignol, c'est l'affection, c'est l'attention, c'est le sentiment de sécurité que l'on est en mesure de lui garantir. Des recherches, des années de pratique, de nombreux pédiatres, de nombreux pédopsychiatres nous apprennent que ce n'est pas tant la structure familiale qui importe, mais la dynamique familiale qui est en cours au bénéfice de l'enfant. Et d'ailleurs, l'essentiel pour un enfant est bien ce besoin de sécurité à la fois matérielle et affective. Et à cet égard, beaucoup d'entre vous ont parlé d'humilité. Soyons humbles, effectivement, par rapport à ces sujets. Souvenons-nous, rappelons-nous que 80% des violences faites aux enfants ont bien cours aujourd'hui au sein des structures familiales actuelles. Je vais également insister dans les structures familiales actuelles, telles qu'elles sont. Je veux également insister sur la question du rôle du père, de la place du père, dont il n'est pas question de nier ou d'instaurer son effacement, sénateur Leleux, sénateur Meland, dans la construction d'un enfant. Et cela n'est pas contradictoire avec l'existence d'autres modèles familiaux qui sont tout aussi respectables, au sein desquels un enfant peut s'épanouir. Et là aussi, je suis désolé de vous le dire, sénateur Chevrollier, il existe des études, il existe des dizaines d'études qui nous montrent, des dizaines d'études menées depuis plusieurs années, que vous connaissez, qui nous montrent sur des enfants issus de PMA et qui nous montrent que naître au sein et se développer, grandir au sein d'une famille monoparentale ou homoparentale n'a aucune incidence délétère sur le développement de l'enfant. Et je vais même vous dire, ça n'a également aucune incidence, si cela intéressait un certain nombre d'entre vous, sur l'orientation sexuelle de cet enfant. Alors, oui, mesdames et messieurs les sénateurs, le besoin de stabilité affective, le besoin de stabilité et de sécurité affective, ce méta-besoin pour les enfants, n'est ni genré, ni exclusivement biologique. Ce qui compte, c'est l'altérité, c'est d'être entouré de gens qui ont désiré cet enfant, qui l'aiment, qui lui servent de repère. Et si vous réfléchissez bien, mesdames et messieurs les sénateurs, vous-même, moi-même, nous nous sommes développés, nous nous sommes construits avec des repères qui ne sont pas seulement notre père ou notre mère, mais peut-être un frère, peut-être un grand-père, peut-être une personne extérieure au cercle familial proche. Ces figures d'attachement vont bien au-delà du cercle familial restreint, voire du cercle familial tout court. C'est ainsi, en dépit... Chers collègues, c'est Monsieur le ministre qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. En dépit de vos réactions, c'est ainsi que se construisent les enfants. C'est ainsi que se construisent les enfants et l'article 1er ne remet pas en cause cette réalité. Alors, s'agissant de la question du détournement de la médecine qu'un certain nombre d'entre vous ont évoqué, parmi lesquels le sénateur Chevrollier, il convient de rappeler que les techniques d'assistance médicale à la procréation ne soignent pas, ne guérissent pas aujourd'hui déjà les couples de leur infertilité. Mais elles agissent comme des techniques de parenté, en particulier en cas de recours à un tiers donneur. Et il en est de même lorsque l'indication de l'assistance médicale à la procréation est liée à l'âge de la femme, sans autre cause médicale. Dans ces deux exemples, s'il y a bien un acte médical, l'assistance apportée par le médecin est moins médicale que sociale. Et c'est d'ailleurs l'Académie de médecine qui établit ce constat, et je la cite, « De la chirurgie plastique à la médecine sportive, nombreux sont les actes et les missions qui peuvent être confiés aux médecins sans que la finalité soit de corriger un état pathologique ou de se substituer à une fonction défaillante. » Alors, quelle est la situation aujourd'hui, mesdames et messieurs les sénateurs ? Eh bien, aujourd'hui, les faits sont ceux-ci. Les grossesses résultant de procréation initiées hors du territoire national par des femmes en couple ou célibataires sont suivies en France. Les enfants naissent en France et leur filiation est légalement établie en France.
Aujourd'hui, le passage des frontières est réservé aux femmes les plus aisées, ce qui aboutit à une situation d'inégalité, et nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous débattrons sur la question du remboursement de la procréation médicale assistée pour toutes les femmes. Aujourd'hui, des femmes se mettent en danger, président Retailleau, des femmes se mettent en danger pour fonder une famille, trouvant des donneurs sur Internet. Mesdames et messieurs les sénateurs, la société française a évolué vers un modèle familial qui ne se résume plus à une configuration unique, issue d'un modèle conjugal unique. Nos citoyens y sont prêts, le sénateur Daudigny l'a même dit, ils l'ont anticipé. Notre devoir est d'accueillir ces nouvelles formes familiales et non de les stigmatiser. Et notre devoir est d'apporter la sécurité, y compris sur un plan médical, à ces familles et à ces femmes. Notre devoir est de permettre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées ici en France, que ce soit un véritable droit réel et non pas un droit formel. Sénateur Karoutchi, je sais que vous y êtes attaché. Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables, vous l'avez compris, à ces amendements de suppression. De mémoire, le président Retailleau avait demandé une explication de vote. Pardon, Monsieur le Président. Vraiment, je soutiens les amendements de suppression qui viennent d'ailleurs de tous les bancs. Donc, on ne peut pas réduire cette démarche à une démarche personnelle. Ils viennent de la droite, du centre et d'ailleurs. Je voudrais simplement dire, Monsieur le Ministre n'est pas là. Il a été un mauvais avocat de la cause. Il a parlé de l'alignement. Il a parlé, mais voilà, il y a les frontières, on peut les dépasser, on peut les enjamber. Mais, bien sûr, il y a eu un cas d'une femme qui est allée se faire inséminer en Espagne, elle avait 68 ans. Est-ce que la vocation du modèle français, c'est de s'aligner sur le moins 10 ans? La vocation de la France, mes chers amis, ce n'est pas l'alignement, c'est d'essayer d'éclairer par son modèle les autres pays. C'est ma conception de mon pays que j'aime comme vous d'ailleurs. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas au nom de nos certitudes qu'on demande à supprimer cet article, mais justement au nom de nos doutes. Les doutes, d'abord, sur l'absence de père, je l'ai dit dans la discussion générale. Aujourd'hui, quelqu'un peut-il prouver que l'absence de père n'a aucune conséquence? L'expérience personnelle que j'en ai tente à montrer que ça peut poursuivre un individu adulte toute la vie. Voilà, donc on doit pouvoir évidemment s'interroger sur cette rupture anthropologique. C'est un pari anthropologique. Cette expression, elle est de Jean-Pierre Chevènement, elle a été utilisée par l'Académie de médecine. Donc on peut s'interroger, on peut douter, mes chers collègues. Ensuite, la deuxième raison, c'est le doute sur la fragilisation de la filiation. Simplement, j'aurai l'occasion d'y revenir sur les amendements sur la filiation. La fragilisation de la filiation dans la mesure où, en supprimant et en tout cas en dissociant la scène symbolique de l'engendrement de la filiation juridique, il y a un souci dans la mesure où, qu'est-ce qui permet à un enfant de se transformer un homme ou une femme en père ou en mère? C'est la proximité de cette scène d'engendrement, de l'accouchement, par exemple. Et je pense que quand on fragilise ce qui est appelé une fiction juridique, on rend plus difficile le fait que l'enfant puisse s'originer. Et enfin, il y a la marchandisation, puisqu'on va avoir un effet de ciseau entre, d'un côté, une augmentation de la demande, en ouvrant et en étendant la PMA aux couples notamment et aux femmes seules, voilà, et avec la levée de l'anonymat qui, sans doute, restreindra les dons. Donc, le risque de marchandisation, il est là. C'est donc au nom de ces doutes, mes chers collègues, que je pense que nous devons voter ces amendements de suppression. Merci. Madame Cohen, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. La question qui nous est posée par la suppression donc, de cet article premier, c'est que, en fait, le refus d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, c'est-à-dire y compris les femmes seules et les femmes en couple lesbiennes. Et alors l'argument qui nous est donné, quand même, doit nous interroger. Pourquoi ? Parce que, en fait, on nous dit, plusieurs de nos collègues, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des questionnements, qu'on les partage. Je pense que c'est tout à fait, c'est la démocratie, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, les arguments qui nous sont donnés, c'est de dire si jamais on adopte cet article 1, alors là, c'est l'ouverture à la GPA. Et on ne veut pas de la marchandisation des corps. Mais c'est un argument
qui ne tient pas. Pourquoi? Attendez, pourquoi? Cet argument ne tient pas parce qu'aujourd'hui, pour toutes les femmes, en France, la GPA est interdite. La GPA, il n'y a pas un parallélisme à faire entre PMA et GPA, parce que la GPA, c'est effectivement, et je l'ai dénoncé dans mon intervention générale, c'est la marchandisation des corps. On loue le corps, le ventre d'une autre femme. Et donc, c'est une atteinte à la liberté d'un tiers. Sur la PMA, c'est absolument pas la même chose. Donc, si on rejette cet article 1er, ça veut dire que finalement, on rejette toute égalité entre les couples. Aujourd'hui, et ça a été démontré tout au long, je pense, de notre débat, on peut parler, il n'y a pas une famille, il n'y a pas papa, maman et l'enfant, il y a des familles. Et moi, je suis très étonnée, je suis orthophoniste, et je suis très étonnée par ce qui est affirmé par certains collègues qui disent « Oh là là, mais c'est terrible, les enfants qui naissent de PMA sont en souffrance, le père, etc. » Mais les études de professionnels, notamment les psychologues, prouvent que ces enfants ne vont pas plus mal que les autres. Donc on est en plein soit fantasme, soit fausse peur, soit hypocrisie. Donc j'aimerais quand même que l'on puisse effectivement mener le débat jusqu'au bout et que sur les arguments, que certains de mes collègues soient contre la PMA, je veux dire voilà, mais avec des arguments qui tiennent la route et pas de faux arguments qui cherchent à faire peur. Merci. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous allons nous exprimer donc bientôt par un vote sur cet article qui est l'article symbolique central de ce texte. Le président Retailleau a tenté de faire valoir que les avis divergents traversaient ces bancs. Tout de même, il y a effectivement dans chaque groupe quelques exceptions, mais elles sont exactement symétriques. Je pense qu'il faut que la droite assume de refuser dans sa grande majorité, quand je dis sa grande majorité, quasiment dans sa totalité, la possibilité de l'accès à la PMA. Alors, le président Retailleau dit « pari anthropologique », enfin reprend l'expression de Jean-Pierre Chevènement, etc., etc. Et dit qu'au fond, aucune étude n'a permis de prouver quoi que ce soit. Enfin, tout de même, le Conseil consultatif a donné un avis favorable. Effectivement, toutes les études qui ont pu être faites sur le devenir de ces enfants vont toutes dans le même sens et démontrent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de problème spécifique par rapport à d'autres. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, soyez cohérents. Refusez la PMA pour tout le monde. Pourquoi est-ce que vous acceptez dans ce cas-là que des couples hétérosexuels aient droit à la PMA et fabriquent ainsi des couples fabrique ainsi des enfants dont le père officiel n'est en réalité pas le géniteur. Donc c'est bien votre problème de contradiction. Donc vous voulez la figure sociale, vous acceptez qu'une femme fasse un enfant avec un père qui n'est pas le père officiel, ça ne vous gêne pas. En revanche, une femme qui assume, y compris parce qu'elle est en couple avec une autre femme, que effectivement l'enfant est né d'une PMA, ça, c'est terrible, vous ne pouvez pas l'assumer. Donc, c'est cette hypocrisie-là qui fait, d'une part, la violence de votre opposition, mais qui fait le malheur des enfants. Parce que ceux-là ne pourront jamais savoir qu'ils sont nés de ce procédé. Alors, nous l'avons dit, aujourd'hui, nous revendiquons la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps. Nous revendiquons l'accès à une technique qui n'est en rien la certitude de pouvoir ensuite avoir un enfant, et nous soutenons, ainsi que le Conseil consultatif d'éthique, qu'effectivement, ces enfants ne sont pas plus malheureux ou moins chanceux que les autres. Nous refuserons ces amendements de suppression. Merci. Je ne vois plus de demande d'explication de vote. Si, Madame la Présidente Prima. Merci, Monsieur le Président. Je regrette, Madame de La Gontrie, les termes qui viennent d'être pris et votre intervention. Parce qu'il me semble que dans cet hémicycle et depuis que nous commençons à débattre, il y a une forme de respect pour la pensée individuelle qui dépasse les clivages politiques, qui dépasse notre histoire.
Moi, je ne veux pas qu'on nous fasse de leçons. Au nom de M. Neuwirth, au nom de Mme Veil, la droite n'a pas à recevoir de leçons de la gauche. Madame de La Gontrie, je vous ai patiemment écouté. Moi, je ne vais pas voter l'amendement de suppression. Je ne vais pas le voter. Mais je n'accepte pas qu'on fasse des clivages parmi nous sur ces bancs ce soir qui soient des clivages d'endroit, qui soient des clivages de parti. Et je n'accepte pas non plus que ceux de mes collègues, y compris dans vos rangs, dans tous les rangs, qui vont voter cet amendement de suppression, soient assimilés, comme je l'ai entendu tout à l'heure, à des homophobes. Je pense que ce n'est pas digne. Ce débat demande de la dignité. Il demande, je l'ai entendu tout à l'heure, je suis désolée. Voilà, donc je voudrais vraiment dire que chacun ici est libre de sa pensée en son âme et conscience et que chacun va se déterminer sur cet amendement en fonction de ce qu'il pense au fond. Et ce n'est pas une question d'habiter ici de ce côté de l'hémicycle ou de l'autre côté de l'hémicycle. Voilà, je crois qu'il faut faire de ce débat un débat apaisé. Merci. Monsieur Chevrelier, puis Monsieur Richard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Face au vote de cet article 1, une question se pose. Quel avenir pour les enfants privés de père? Aucune étude d'impact sérieuse existe sur le sujet. Lors des auditions de la commission spéciale sur le projet de loi, plusieurs membres du gouvernement ont indiqué que l'enfant, à sa majorité, pourrait obtenir le nom du donneur pour, selon les termes du ministre Taquet pendant les auditions, pour que l'enfant puisse se pacifier avec son histoire. C'est un terme qui a été employé de nouveau, je crois, par Madame la Ministre tout à l'heure lors de la discussion générale. Donc si vous considérez que l'enfant issu de PMA aura besoin de se pacifier psychologiquement, vous sous-entendez bien qu'il peut y avoir un problème, notamment du fait de l'absence d'altérité sexuelle dans sa famille. Donc au nom du principe de précaution, il ne faut pas voter cet article 1, car cette réforme anthropologique aura forcément des impacts psychologiques sur les enfants à naître sans père, même si je reconnais la diversité des familles françaises et je le respecte. Merci. Merci. Monsieur Richard, puis Monsieur Assouline. Monsieur le Président, mon intervention sera sans doute isolée. Je m'efforce de ne parler qu'au nom de la raison, de ma modeste raison, et dans le plus grand respect pour les conquêtes de la science. Simplement, l'effort de l'humanité, depuis qu'elle se développe, c'est de réaliser de nouveaux progrès au service de l'épanouissement de la personne humaine. Aujourd'hui, la science nous donne la possibilité d'artificialiser la conception et la naissance d'un être humain. La PMA, comme son nom l'indique, est un process d'assistance médicale à la procréation sexuée, celle d'un couple de femmes et d'hommes. La loi qui est en discussion, l'article en tout cas, prévoit une autre PMA qui n'est pas l'assistance à la conception et à la procréation entre un homme et une femme, mais hors de ce rapport d'un homme et d'une femme. De mon point de vue, c'est une première artificialisation de la création de la vie humaine. Et je me pose très simplement, en raison, la question de savoir si nous avons éthiquement le droit d'engager notre législation dans la reconnaissance de cette transformation très profonde de l'évolution de l'espèce humaine. Nous sommes tous, je crois, ici opposés à d'autres formes qui sont également concevables et sans doute réalisables d'artificialisation de la création d'êtres humains. Le clonage, par exemple. Sur cette forme d'artificialisation, nous sommes divisés. Moi, j'ai voté pour le mariage entre personnes de même sexe, parce que je croyais utile, nécessaire, de reconnaître socialement l'existence d'autres couples,
Mais je ne crois pas pouvoir voter sur une évolution beaucoup plus profonde de l'évolution du genre humain, sur lequel, je crois, la raison doit nous retenir. Merci. Monsieur le Président Assouline, puis Monsieur Daudigny. Sur le fond, chacun a dit ce qu'il pensait. Mais il ne faut pas non plus transformer son débat en un débat finalement de conscience individuelle qui ne traverse pas les courants politiques majeurs de ce pays. Ce n'est pas vrai. On peut respecter, comme sur beaucoup de questions que nous discutons ici, le fait qu'individuellement, un certain nombre de parlementaires ne se reconnaissent pas dans la position traditionnelle de leur courant politique. Mais, pardonnez-moi, et vous le vérifierez, et je ne fais pas de procès d'intention, quand les résultats s'afficheront du vote qui va venir, il y aura bien une gauche et une droite essentiellement qui se seront exprimés dans des positions opposées sur cette question. Mais vous verrez. Moi, je ne veux pas... j'ai entendu les applaudissements, j'ai entendu les débats, j'ai entendu et suivi de près le débat sur le mariage homosexuel. Il y a des évolutions, il y en aura aussi sur la PMA quand elle sera adoptée, parce qu'elle sera adoptée. Et pour ceux qui seront encore dans cet hémicycle, dans des prochains débats, je suis certain que cette réforme-là, qui rencontre encore des résistances, sera intégrée par les parlementaires qui se mettront au diapason de ce que l'opinion a déjà accepté. Ce qui est dommage, c'est que ce qui devrait être l'avant-garde sur les questions d'égalité dans la société, dans notre pays, c'est souvent une arrière-garde. C'est-à-dire que ce qui ne pose plus de problème pour une majorité de Français pose encore problème pour une grande partie des parlementaires. Bon, c'est un fait, je le constate. Et d'autres pays européens qui ont des traditions en plus beaucoup plus ancrées, y compris dans la religion, etc., comme l'Espagne ou comme d'autres pays, n'ont jamais eu de telle montée d'adrénaline sur ces débats-là. Et donc, nous, on les a parce que c'est très politisé, à l'inverse de ce que vous dites. C'est très politisé. Et d'ailleurs, les pressions dont a parlé Madame Marie-Pierre de La Gontrie dans son intervention en discussion générale doivent nous éclairer, parce que ces pressions viennent d'un groupe qui a fait campagne y compris au présidentiel. Et je veux finir sur le fait de dire, quand il s'agit d'être pour l'égalité, c'est-à-dire ce qu'on a reconnu pour des couples hétérosexuels, on doit le reconnaître pour des couples homosexuels. Merci, Monsieur Daudigny, puis Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais apporter un éclairage sur le sujet évoqué tout à l'heure de la position de l'Académie de médecine. La PMA marque-t-elle une rupture anthropologique majeure? Et cet éclairage, je vais l'apporter en citant Guillaume Erner dans l'émission Humeur du matin sur France Culture. Je cite: « Ce qui est intéressant dans cette accusation de l'Académie de médecine, c'est que l'on voit clairement qu'elle utilise un mot pour un autre. L'Académie dit qu'il s'agit d'une rupture anthropologique, comme s'il s'agissait de dire que la PMA sans père était contre nature. Et comme on ne peut plus associer l'homosexualité et une supposée contre nature, l'Académie utilise cette périphrase « rupture anthropologique ». Mais précisément, le propre de l'anthropologie par rapport à une hypothétique nature humaine, c'est d'être constamment en mouvement. Toute l'œuvre de Lévi-Strauss sur les systèmes de parenté vise à illustrer l'assertion selon laquelle il n'y a pas d'invariant humain depuis les sociétés matrilinéaires jusqu'aux sociétés patrilinéaires, avec des communications incessantes entre les unes et les autres. La France a subi, par exemple, une rupture anthropologique au XIIIe siècle en matière de système d'héritage.
Le Béarn a échappé à cette rupture. Les Béarnais n'en sont pas moins humains et français. Enfin, nous le croyons. L'anthropologique, à la différence du naturel, c'est ce qui supporte la rupture. Et Guillaume Erner conclut ainsi en disant « c'est une bonne nouvelle ». La PMA préserve le naturel en la personne, puisque la nature, c'est aussi le désir de se prolonger, non pas par le droit de l'enfant, là c'est évoqué, comme cela est dit souvent, mais le désir d'enfant qui semble être inscrit en la plupart d'entre nous. D'où cette question, au nom de quel système anthropologique une académie de médecine voudrait-elle interdire un désir aussi naturel chez l'humain que le désir d'enfant? Je vous remercie. Merci. Monsieur Jomier, puis Madame Kuckerman. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, pour poursuivre le débat, revenir sur un argument d'abord soulevé par notre collègue Alain Richard sur ce qu'il a nommé l'artificialisation. Et si j'ai bien compris, il voulait par là nommer l'intervention de la technique, de la science dans la procréation. Juste pour dire que cette intervention, elle est très ancienne. C'est 1978 en Grande-Bretagne, la naissance de Louise Braun. 1982 en France, la naissance d'Amandine. Et que cet argument du refus de l'intervention de l'homme par la science dans le processus de procréation est un argument qui est régulièrement porté par ceux qui ont une lecture très naturaliste. J'ai lu tout récemment, donc à l'occasion de ces débats, dans 2 quotidiens, des tribunes, notamment une co-signée par Michel Rivasi, qui développe usuellement cette pensée naturaliste qui rejette la science et qui mène à un certain nombre de positions qui ne sont pas scientifiques. Mais évidemment, il y a des limites à poser. Mais je crois que ce qui nous interpelle dans cette question profondément, c'est notre rapport à la parentalité, évidemment. Nous sommes la plupart d'entre nous, mais certainement pas tous, issus d'une famille avec un père, une mère, qui ont eu un certain nombre d'enfants de façon naturelle. Moi, je constate simplement que l'évolution de la société, c'est que nous ne sommes plus que 68% à être issus de ce type de famille, et qu'un tiers des enfants sont dans d'autres types de familles, des familles monoparentales, des familles où il y a 2 pères, où il y a 2 mères, et que rien ne démontre qu'ils soient plus ou moins heureux. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que pour moi, le rôle du législateur n'est pas de décréter l'évolution des mœurs. Nous n'y pouvons rien. Et qui serions-nous pour juger? Il est par contre certainement d'encadrer, ça oui, d'accord, tout à fait, d'encadrer pour que ces évolutions ne portent pas préjudice à la collectivité et à nos valeurs fondamentales. Mais encore faut-il expliciter quelles sont ces valeurs fondamentales. Et là, moi, je constate simplement que l'évolution qui nous est proposée répond à une demande profonde, celle d'une société qui veut avoir des enfants dans des formes différentes et qui, pour cela, demande l'accès à une technique qui ne met en rien en cause les principes fondamentaux de notre éthique. Je vous remercie. Merci. Madame Kuckerman, puis Madame Bourri. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Personnellement, je ne voterai pas, comme d'autres l'ont déjà dit, ces amendements de suppression. Je ne les voterai pas, mais je crois en toute humilité. Parce que si ce soir ou demain, en tout cas, voter dans la loi le principe de PMA, et je crois accompagner, effectivement, cela a été dit, un fait de société, j'ai en tête, et je crois parce qu'un certain nombre, d'ailleurs ici, nous avons eu également les débats au moment du texte pour le mariage pour les personnes de même sexe, je sais qu'il va inévitablement ouvrir d'autres débats demain et qu'il nous faudra très certainement entendre d'ailleurs ce que chacune et chacun a dit dans son extrême majorité sur la GPA, rester très vigilant à ces demandes qui viendront et qui viendront dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être pour les générations de sénateurs à venir, mais qui en tout cas inévitablement s'opéreront parce que ainsi va la vie dans une société. Quand on légifère et quand on ouvre des droits, on donne aussi l'aspiration à d'autres de créer et d'avoir envie d'autres droits. Je ne vais pas voter ces amendements de suppression, mais je ne crois pas que ce soit un pas pour l'égalité. Parce que dire que la PMA serait un processus d'égalité serait reconnaître finalement que cette satisfaction
à rendre légal un désir, qui est celui du désir d'enfant, serait la même chose que de rendre un droit à l'enfant. Et je pense qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Il y a bien évidemment des droits de l'enfant, il y a des droits de la famille, et je pense qu'il peut y avoir des familles différentes, mais il y a des réalités. Et nous aurons le débat d'ailleurs sur les articles suivants, notamment à partir de l'article 4, sur la question de la filiation, de la place des parents. Et moi, j'entends ce qui vient d'être dit. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être niées. Il y a des choses qui ne peuvent pas être niées parce qu'y compris, c'est l'histoire des sciences et c'est ce que nous a appris le XVIIIe siècle. C'est que pour donner la vie, il y a égalité entre l'ovule et le spermatozoïde. Et l'enfant n'est pas dans l'un ou dans l'autre, mais dans la rencontre des deux. Et ça, c'est un fait naturel. Il nous appartient ensuite, parce que nous faisons société, de définir ce qu'est la famille et le rôle de l'éducateur, des éducateurs, qui peuvent, je le pense, aujourd'hui être deux femmes, deux hommes, un homme et une femme. Je crois qu'il faut savoir distinguer les deux, peut-être, et c'est le débat qui nous amènera sur les articles suivants, qui en tout cas, moi, me feront faire la distinction entre voter la PMA et ne pas tout accepter en matière de filiation et d'état civil. Merci. Madame Bory, puis Monsieur Karouchi. Oui, mes chers collègues, je vais reprendre les propos que je viens d'entendre justement sur l'article 1er qui pose la question non pas de l'éducation, mais bien effectivement la question de la conception de l'enfant. Et je pense que cette question est effectivement une question à la fois politique, scientifique, mais surtout philosophique et éthique, et qu'elle va forcément déterminer un nouveau modèle social et sociétal. Alors moi, je me pose la question à l'heure où nous débattons énormément et nous posons beaucoup de questions sur l'avenir tout simplement de la planète, de l'avenir de l'humanité, de nos populations. Et j'irai sur un autre débat plus large, c'est que sur ces débats de l'avenir de la planète, les Français ont été globalement appelés à être consultés. Et je ne peux regretter qu'un seul constat, Madame la Ministre, c'est que finalement notre président de la République n'ait pas eu le courage de faire un référendum sur cette question, car nous le sentons bien dans ce débat ce soir, les débats transcendent finalement les partis politiques. C'est le fondement finalement de notre pensée personnelle et je pense qu'un référendum aurait été vraiment important sur cette question pour que chacun des Français puisse être consulté. Donc en mon âme en conscience et justement sur cette question, je voterai les amendements de suppression de cet article 1er. Merci. Monsieur Karouchi. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, je suis un homme de droite et je l'ai toujours été. Et je n'ai pas l'intention de changer. Alors je dois reconnaître que entendre encore et encore, et oui, le clivage gauche-droite, là-dessus comme sur le reste. Franchement, d'abord, mauvaise tactique. Quand on veut faire voter quelque chose de la part de la majorité sénatoriale, il vaut mieux ne pas la braquer. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Deuxième élément, cet après-midi, les choses se passaient de manière à peu près cohérente. Chacun avance ses arguments, les miens, les vôtres, chacun se respecte sans s'envoyer à la tête. Et toi, tu as quelle étiquette politique et depuis combien de temps? Bon, d'accord, tout ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je vais vous dire, Madame la Ministre, l'un des vrais sujets, et ça c'est autre chose, c'est que, malheureusement, ce texte arrive à un moment où la fracture dans le pays est telle qu'il y a un climat social, pas sociétal, social, qui n'est pas bon. Et comme la fracture est là et que le climat social n'est pas bon, il y a à la fois des réactions, à la fois des comportements qui ne seraient peut-être pas ceux-là si tout le monde vivait dans un pays, comment dire, heureux, apaisé,
où il y avait une politique familiale qui faisait plaisir, avec des allocations familiales au bon niveau, avec un quotient familial reconnu. S'il y avait tout ça, le débat serait ce qu'il est sur la liberté de l'extension de la PMA et ne serait pas cette fracture que l'on essaye, peut-être de manière un peu excessive, de mettre dans cet hémicycle. Moi, je ne vais pas voter, évidemment, je l'ai dit déjà, les amendements de suppression. Par la suite, et sur le reste du texte, j'ai déjà dit et j'ai voté tout à l'heure, et fait voter d'ailleurs, le fait qu'on ne reconnaisse pas le droit à l'enfant dans ce texte. Ça ne plaît peut-être pas, mais je suis de ceux qui considèrent, mesdames les ministres, que quand on veut obtenir quelque chose, il faut donner des assurances. Quand on veut faire avancer la pensée des gens, il ne faut pas seulement les braquer. Il ne faut pas seulement leur dire « vous allez le voter parce que de toute façon la société est devant vous ou elle suivra ». Non, il faut les convaincre. Il faut les convaincre en leur donnant des arguments et en leur donnant des assurances. Je ne voterai pas les amendements de suppression, mais j'interdis à qui que ce soit de dire que c'est parce que je suis peut-être de droite tout en étant un jour de gauche ou devenu progressiste. Non, je resterai à droite. Merci. Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président. En 1675, le Parlement de Paris interdisait la transfusion chez l'homme sous peine de punition corporelle. Aujourd'hui encore, des sectes la refusent. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, la PMA est attendue en France par beaucoup. Elle est autorisée déjà dans plusieurs pays de l'Union européenne. C'est accessible aux femmes qui peuvent passer les frontières. La GPA. En Grèce, la GPA est la première source de revenus dans les cliniques de Thessalonique. Deuxième, à Athènes. Ainsi va le monde. Je ne voterai pas ces amendements d'annulation car je souhaite que notre pays offre une nouvelle liberté attendue. Et je ne me définis pas comme étant de droite ou de gauche, mais simplement d'être un homme libre. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu répondre tout à l'heure lors de la discussion générale, mais je souhaitais intervenir sur l'état d'esprit avec lequel j'aborde ce texte, ne me sentant ni de droite ni de gauche, mais simplement en charge de porter une loi qui traverse, je crois, tous les groupes parlementaires et que aujourd'hui, que chacun d'entre vous a probablement un avis très, très partagé sur la plupart des mesures qui vont être développées dans cette loi. Alors là, nous abordons l'article 1. Il est probablement plus polarisé que les autres pour des raisons culturelles ou pour des raisons cultuelles. Mais pour autant, je voudrais vous dire ce que cette loi n'est pas, selon moi. Cette loi n'est pas une loi en faveur d'un droit à l'enfant. Nous sommes tous convaincus que ce n'est pas un droit et que l'enfant a des droits, mais que nous sommes face à des parents en désir de parentalité, en désir d'amour. La deuxième chose que cette loi n'est pas, ce n'est pas une loi d'égalité des droits. Ce n'est pas l'objectif d'une loi de bioéthique que de vérifier que l'égalité des droits est assurée dans notre société. Une loi de bioéthique doit interroger chaque technique médicale pour savoir si elle met en tension un principe éthique fondamental. Or, force est de constater que la PMA pour les femmes célibataires ou couples de femmes ne met pas en tension nos principes éthiques fondamentaux. Elle peut choquer certains d'entre vous pour des raisons culturelles, mais elle ne touche pas aux fondamentaux de nos lois de bioéthique, qui sont la non-marchandisation du corps humain, qui sont la dignité, qui sont l'altruisme. Je vais revenir sur le fait du glissement, qui est un très mauvais argument. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cette loi, en tous les cas, cet article ne met pas en tension, cet article tel qu'il est amené à être voté
ou pas d'ailleurs par vous, ne met pas en tension les principes fondamentaux de nos lois de bioéthique, nos valeurs fondamentales, qui sont la non-marchandisation du corps humain, la dignité du corps humain, le don altruiste, etc. Donc ce sont aujourd'hui des raisons morales, culturelles, religieuses qui amènent à avoir une position sur cet article, mais pas des raisons éthiques. Donc je ne le porte pas, cet article de loi, comme un article d'égalité des droits, parce que c'est simplement, ça n'est pas l'objet d'une loi de bioéthique. Enfin, je ne porte pas ce projet de loi comme un alignement avec ce qui se fait ailleurs. Si l'objectif était d'aligner notre droit et nos lois de bioéthique avec ce qui se fait ailleurs, nous n'aurions pas besoin de loi de bioéthique puisqu'il n'y en a pas dans la plupart des pays. C'est bien parce que la France souhaite se doter d'un corpus idéologique d'un corpus éthique autour des questions scientifiques et médicales que nous avons ce moment particulier, ce moment démocratique où nous discutons justement de ces nouvelles techniques et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre société. Les autres pays ne l'ont pas. Ils laissent la liberté, soit des experts, soit à la société, de dire ce qui peut se faire ou ne pas se faire. Et donc, ce n'est pas parce que c'est fait ailleurs que nous souhaitons que ce soit fait en France. Ça ne sera jamais un argument du gouvernement. Sinon, ça n'est pas nécessaire d'avoir cette loi de bioéthique et ce moment de partage. Ensuite, deux arguments que je n'accepte pas, qui sont celui du glissement vers la GPA. Le premier, parce que d'abord, la GPA est tout aussi indiquée parfois pour des couples hétérosexuels, quand une femme ne peut pas porter un enfant parce qu'elle n'a pas d'utérus, par exemple. Les couples hétérosexuels pourraient revendiquer l'accès à la GPA. Ça n'a jamais été autorisé. Donc, ça n'est pas autorisé parce que ça met en tension le principe éthique le plus fondamental dans notre droit, qui est la non-marchandisation du corps. À partir du moment où, quand une femme porte une GPA, elle est rémunérée, il n'y a absolument aucune chance qu'une loi de bioéthique à la française puisse permettre cette façon de procéder que nous observons dans les autres pays, notamment européens. Ou alors, si un jour une loi autorise la GPA en France, cela veut dire que nos principes éthiques fondamentaux n'existent plus et que nous n'avons donc plus besoin de loi de bioéthique, puisque c'est une valeur fondamentale. Donc le glissement vers la GPA veut dire que nous n'avons plus de loi de bioéthique. Donc je récuse cet argument, parce que c'est une valeur fondamentale de nos lois de bioéthique. Le deuxième argument que je réfute, et pardonnez-moi, Monsieur le Président Retailleau, c'est la marchandisation du corps sous l'hypothèse que nous serions en pénurie de gamètes. Alors je rappelle que pour les couples de femmes comme pour les femmes seules, il n'y a pas besoin d'ovocytes, il n'y a besoin que de spermatozoïdes. Or, les spermatozoïdes ne sont pas en pénurie. Et en plus, la façon dont nous allons mettre en œuvre la loi avec la nouvelle législation sur l'accès aux origines fait que nous ne basculerons dans le nouveau régime que lorsque nous aurons reconstitué un stock de spermatozoïdes suffisant pour qu'il n'y ait pas de pénurie et que nous ne soyons pas amenés à les acheter à l'étranger. Donc ceci a été parfaitement pensé et donc la mise en œuvre de la loi fait qu'il n'y aura pas de pénurie de spermatozoïdes. Je rappelle que la seule pénurie qu'il y a en France aujourd'hui est la pénurie d'ovocytes. Les femmes n'ont par définition pas besoin d'ovocytes. Donc ces deux arguments ne tiennent pas. Enfin, je voudrais terminer parce que je crois que Mme Primas a cité la loi Veil. Je vous rappelle que lorsque Simone Veil a défendu la loi pour légaliser l'avortement, elle l'a fait sur des raisons de santé publique, à cause de la mortalité des femmes, à cause des risques qu'elle prenait. Elle ne l'a pas défendu pour des raisons féministes, contrairement à ce qu'on lui porte comme propos. Et donc, si certains d'entre vous hésitent, je souhaiterais simplement rappeler qu'aujourd'hui, les quelques femmes qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger recherchent des donneurs sur Internet ou ont des relations non protégées avec des inconnus pour ce désir d'enfant, parce qu'il est réel, qu'elles se mettent en danger. Elles se mettent en danger avec des risques infectieux, des risques de violence, que par ailleurs, elles mettent aussi parfois en danger les hommes, parce que certaines ensuite revendiquent une paternité, parce que c'est dur parfois d'élever un enfant seul. Et donc, quelque part, cette loi est protectrice. Elle est protectrice des femmes
et elle est protectrice des hommes. Et rien que sur ces arguments-là, je trouve que c'est un enjeu de santé publique et d'encadrement d'une pratique qui est vieille comme le monde. Quand une femme veut avoir un enfant, elle sait comment le faire. Voilà, je vous remercie. Merci. Monsieur Delège. Monsieur Bas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai bien entendu que vous nous expliquiez qu'il n'y avait pas de dérive possible vers la GPA parce que nos lois bioéthiques ne le permettraient pas. Mais j'ai entendu le débat aujourd'hui et on nous a tout de même expliqué que cet article 1, comme l'article 4 d'ailleurs, ne trouvait pas normalement sa place dans une loi bioéthique, mais dans une loi sociétale. Et on nous a bien expliqué aussi que cette demande qui justifiait l'article 1, c'était pour répondre à une demande sociale. Et par conséquent, je ne vois pas comment, Madame la Ministre, vous pouvez affirmer, peut-être juridiquement c'est jouable, mais que demain le débat sur la GPA ne sera pas posé sinon de façon éthique, de façon sociale. Et je le dis d'autant plus fortement qu'il va falloir répondre à une autre question, qui est celle de l'égalité. Aujourd'hui, vous ouvrez la PMA à des couples de femmes ou à des femmes seules, au nom de quoi et au nom de quelle égalité, demain, vous pourrez refuser à un homme seul ou à un couple d'hommes d'accéder à ce désir d'enfant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Bas, puis Madame la Ministre à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a deux choses que vous avez dites avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Vous avez dit que ce texte n'est pas un texte qui ouvre un droit à l'enfant. Mais alors, vous devez pouvoir nous dire à quelles conditions on peut refuser l'accès à l'assistance médicale à la procréation d'une femme seule ou d'un couple de femmes. Et si on ne peut pas le leur refuser, c'est qu'elles y ont droit. Et donc, elles ont droit à l'enfant. Vous avez dit, deuxièmement, et je reprends vos termes, il n'y a pas de mise en tension de nos principes éthiques. Mais enfin, ces principes, quels sont-ils? Vous avez cité Simone Veil tout à l'heure. Simone Veil a conduit les travaux qui ont permis d'aboutir au vote des premières lois de bioéthique en 1994. Eh bien, ces lois réservent l'assistance médicale à la procréation au cas d'infertilité médicalement constatée d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Ce principe éthique a été reconduit successivement en 2004 et en 2011. Il s'agit donc de revenir sur un principe qui était jugé éthique. Il peut relever d'une opinion particulière de dire qu'on ne remet pas en cause un principe éthique, mais vous me permettrez de considérer pourtant qu'après 3 débats parlementaires, ce principe ayant été constamment reconduit, était bien un principe éthique. Et enfin, pour arriver au fond du sujet, la création d'enfants sans père, c'est tout de même une question grave. La réalité se charge suffisamment souvent, et peut-être certains d'entre vous l'ont-ils eux-mêmes vécu, beaucoup en dehors de cet hémicycle l'ont vécu, la réalité se charge bien souvent de créer ce type de situation, et généralement dans des circonstances assez dramatiques, celle du deuil, celle de la guerre, celle des séparations. On sait à quel point il est difficile d'élever des enfants déjà quand le couple reste constitué, mais élever des enfants seuls ou élever des enfants sans père, c'est une difficulté. Et j'attire votre attention sur la faille qui se crée dans la personnalité en formation d'un enfant qui devient adolescent, qui devient adulte, quand ce manque qui se creuse en lui ne trouve aucune réponse. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je mets en garde sur la remise en cause de principes éthiques forts que nous avons constamment soutenus et adoptés au Parlement. Merci. Madame la Ministre.
Oui. Donc peut-être par rapport à la GPA, ce que je dis, je ne suis pas devin et encore moins immortel. Je ne sais pas si dans 30 ans, certains, ou dans 20 ans, ou dans 40 ans, ou dans 3 ans, certains ne viendront pas avec une proposition de loi pour légaliser la GPA. Ce que je dis, c'est que la GPA met en tension le principe éthique fondamental des lois de bioéthique françaises, c'est-à-dire la non-marchandisation du corps humain et la dignité du corps. Donc, à partir du moment où on pose la GPA, en tous les cas dans le débat en France, cela veut dire qu'on éteint le principe éthique fondamental qui est à l'origine de nos lois de bioéthique. Donc, ce que je dis, c'est que si un jour ce type de réclamation vient, ça n'est pas parce qu'il y aura la PMA. La PMA ne met pas en tension nos principes éthiques. Si un jour ce type de demande et de proposition de loi arrive dans un débat parlementaire, c'est que nous aurons renoncé collectivement à nos principes éthiques fondamentaux. Et donc je dis simplement, ce n'est pas parce que la PMA est ouverte, alors qu'elle ne met en tension aucun principe éthique, qu'elle pose des problèmes culturels, peut-être moraux, peut-être d'image de la famille, du rôle du père. Ça ne sont pas nos principes éthiques. Nos principes éthiques fondamentaux autour de la bioéthique, j'entends. Autour de la bioéthique, c'est-à-dire par rapport aux techniques médicales, nos principes de bioéthique sont la non-marchandisation des produits du corps humain ou du corps humain, la dignité et le don altruiste. Voilà. C'est ça qui encadre. Et là, la PMA, qu'elle soit pour une femme seule ou une femme en couple homosexuel, ne met pas plus en tension nos principes éthiques que la PMA pour des couples hétérosexuels. Donc en réalité, la PMA aurait dû être ouverte depuis toujours aux couples homosexuels. C'est notre vision de la société qui a fait qu'elle n'a pas été autorisée. Ce ne sont pas nos principes de bioéthique, ce sont nos principes moraux ou la vision que nous avions de la famille. C'est ce que je dis. Alors que la GPA, ça n'est pas un problème de société ou un problème moral. Ça met en tension le principe fondamental. C'est pour ça que je dis que le glissement n'est pas possible. Voilà. Ensuite, peut-être parce que vous avez parlé de Simone Veil et du fait qu'elle avait, dans les premières lois de bioéthique, dit que c'était sur un principe d'infertilité qu'on permettait l'accès. Infertilité veut dire qu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est totalement différent de la stérilité, qu'elle soit féminine ou masculine. Par exemple, aujourd'hui, le fait d'accéder à la PMA se fait sur des critères purement déclaratifs. Vous venez en disant « je n'ai pas réussi à avoir un enfant depuis 1 an ». Aucun médecin ne va aller vérifier, je suis désolée d'être brutale, ne va aller vérifier si vous avez couché avec votre conjoint dans l'année qui a précédé. Donc en réalité, c'est purement déclaratif, d'ores et déjà aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin de prouver une stérilité. D'ailleurs, beaucoup de couples n'ont pas de stérilité. On ne retrouve pas de cause médicale. C'est une incompatibilité, mais peut-être ne couchent-ils pas ensemble et nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Non mais, pardonnez-moi, nous ne pouvons pas le vérifier. Je suis crue, mais nous ne pouvons pas le vérifier. Et donc, aujourd'hui, accéder à la PMA remboursée se fait sur un principe déclaratif, c'est tout ce que je dis, et donc le critère d'infertilité ou de stérilité n'a pas besoin d'être prouvé médicalement pour qu'un couple accède à la PMA. Pardonnez-moi. Merci. Nous en avons fini avec les explications de texte. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain et par le groupe Les Républicains sur ces amendements identiques de suppression. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, tout comme celui du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 66. Sur ces amendements de suppression, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 325, nombre de suffrages exprimés 288, pour l'adoption 126, contre 162. Le Sénat n'a pas adopté.
Voilà, vous avez pu suivre le début de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique qui a commencé hier dans l'hémicycle. Les sénateurs ont donc donné leur feu vert à la PMA pour toutes. En effet, les amendements visant à supprimer l'article 1 du texte ont été rejetés par 162 voix contre 126. Sur ce thème, comme sur tous les sujets parlementaires, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos programmes et les articles de la rédaction sur notre site internet publicsénat.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.